Treasury Secretary testifying to Senate Finance this morning for more on what's been happening in the hearing. Let's get to Eamon Javers in D.C. Morning, Eamon. Yeah, good morning, Carl. A testy moment here between the Treasury Secretary and the ranking Democrat on the committee, Ron Wyden, over the question of who's paying the cost for the Trump administration's tariffs. Are American consumers paying those costs? Here's how that moment played out. Au début du printemps dernier, à Washington, lors d'une audience officielle de la Commission des services financiers de la Chambre des représentants, quelque chose a commencé à dévier du scénario institutionnel prévu. Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, assistait à une séance de contrôle régulière, l'une de ces audiences qui suivent généralement un schéma prévisible de questions techniques, de réponses prudentes et de registres protocolaires. Cependant, dès les premières minutes, il est apparu clairement que cette séance ne se déroulerait pas dans les limites habituelles d'une reddition de comptes administrative. L'atmosphère est restée formelle, mais la série de questions a commencé à révéler des tensions qui allaient au-delà du contenu économique immédiat. Le point de basculement est survenu lorsque le député démocrate Sean Casten a présenté une lettre datée du 31 janvier 2024, signée par Scott Bessent et l'équipe du Key Square Group, adressée aux investisseurs. Ce document contenait une affirmation directe sur l'impact inflationniste des droits de douane. Confronté à ce texte, M. Bessent a d'abord tenté de qualifier cette déclaration d'interprétation circonstancielle, suggérant qu'il s'agissait d'une analyse générique et non d'une affirmation catégorique. L'insistance de Casten a toutefois déplacé l'attention de la politique économique vers un autre sujet: la cohérence entre les documents écrits antérieurs et le témoignage sous serment devant le Congrès. Au fur et à mesure que l'échange avançait, la tension ne se manifestait pas par des tons élevés, mais par la difficulté croissante à maintenir une ligne de réponse claire. Lorsqu'on lui a demandé s'il souhaitait corriger les déclarations faites précédemment devant la présidence de la Commission, Bessent a commencé à recourir à des explications fragmentaires mentionnant des références temporelles imprécises et confondant différents documents. L'épisode a été consigné dans les annales de l'audience non pas comme une confrontation explicite, mais comme un moment d'ambiguïté institutionnelle dans lequel la clarté attendue d'un secrétaire d'État a cédé la place à des réponses hésitantes. Ce schéma ne s'est pas limité à cette première série de questions. Peu après, le député Jim Himes a orienté le débat vers un autre axe, en s'interrogeant sur l'existence de mauvais acteurs dans le secteur financier, mentionnés précédemment par le secrétaire lui-même. Lorsqu'on lui a demandé d'identifier ces acteurs, M. Bessent a choisi de ne pas donner de nom, arguant qu'il appartenait aux commissions d'enquête du Congrès de faire ce travail. Cette réponse, bien que formellement défendable, a renforcé le sentiment qu'il existait un fossé croissant entre le discours public du Trésor et sa volonté de fournir des informations sous le contrôle du pouvoir législatif. Le climat de l'audience est devenu encore plus évident lorsque la députée Joyce Beatty a abordé la question du déblocage de fonds destinés au programme des institutions financières de développement communautaire, appelé CDFI, qui vise à financer des logements abordables. Beatty a insisté pour obtenir une réponse objective limitée à un simple oui ou non, accompagnée d'une justification ultérieure. Bessent, quant à lui, a de nouveau recouru à des explications procédurales mentionnant les étapes administratives et les règles internes. Le refus de répondre dans les termes proposés a conduit la députée à enregistrer officiellement que le secrétaire avait choisi de ne pas répondre à la question dans le temps imparti. La députée Ayanna Pressley a ensuite introduit un sujet qui a déplacé l'audience vers l'impact social direct des politiques tarifaires, en demandant pourquoi les produits essentiels pour les bébés n'étaient pas inclus dans les exemptions tarifaires, alors que d'autres articles, tels que certains matériaux industriels, l'étaient. Pressley a rappelé que le département du Trésor lui-même classait des articles tels que les sièges auto comme des équipements de sécurité essentiels.
Besson a néanmoins affirmé ne pas avoir le pouvoir de décision finale sur ce type de questions, attribuant cette responsabilité au président et à d'autres instances de l'exécutif. Le contraste entre l'urgence sociale du sujet et la réponse institutionnelle évasive a renforcé le sentiment de déconnexion entre la politique économique et ses conséquences pratiques. Au fur et à mesure que l'audience avançait, de nouveaux thèmes se sont accumulés, créant un sentiment de chevauchement institutionnel. Des questions concernant la garde et la gestion des actifs vénézuéliens ont été soulevées lorsque Casten a de nouveau interrogé le secrétaire sur la base juridique utilisée par le Trésor pour gérer les ressources provenant de la vente de pétrole vénézuélien. La référence directe au décret exécutif du 9 janvier et à l'application possible de l'International Emergency Economic Powers Act a mis en évidence une zone d'ombre juridique. Bessent a déclaré que le Trésor opérait en coordination avec le département d'État et le département de l'énergie, mais a admis ne pas être en mesure, à ce moment-là, de citer l'autorité statutaire exacte qui sous-tendait ces opérations. Cette reconnaissance, bien que limitée, a eu un poids institutionnel. Dans des audiences de ce type, l'incapacité à citer immédiatement le fondement juridique d'action impliquant des actifs souverains étrangers n'est pas un détail mineur. Elle soulève des questions sur l'architecture décisionnelle de l'exécutif et sur le degré de supervision effective exercée par le Congrès en matière de politique étrangère et financière. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité au contenu des questions ou aux réponses individuelles. Ce qui a commencé à se dessiner au cours de la session, c'est un récit plus large, dans lequel différents domaines d'activité du Trésor semblaient liés par un même modèle de communication imprécise. Qu'il s'agisse de tarifs douaniers, de logements, d'actifs internationaux ou de supervision financière, les réponses s'appuyaient sur des processus futurs, des coordinations interinstitutionnelles ou des évaluations en cours, évitant les affirmations directes qui pourraient être facilement vérifiées ou contestées. Pour les observateurs expérimentés du fonctionnement institutionnel américain, ce type d'audience produit rarement des effets immédiats ou des conclusions définitives. Elle sert plutôt à créer des archives, à établir des repères documentaires et à signaler des tensions qui peuvent déboucher sur des demandes formelles d'information, des rapports supplémentaires ou de nouvelles convocations. Dans un système fondé sur les freins et contrepoids, ces moments prennent de l'importance au fil du temps, même s'ils ne débouchent pas sur des décisions immédiates. C'est précisément pour cette raison qu'il est important de suivre ce type de processus de manière continue et contextualisée. Ce sont souvent ces détails apparemment techniques, consignés lors d'audiences peu spectaculaires, qui révèlent les fractures les plus profondes entre l'autorité exécutive, la supervision législative et la responsabilité institutionnelle. Au fur et à mesure que l'audience de la Commission des services financiers avançait, ce qui semblait au départ être une succession de réponses imprécises a commencé à prendre une dimension plus large, liée à la manière dont le département du Trésor exerçait ses fonctions dans un contexte institutionnel de plus en plus fragmenté. La présence de Scott Bessent à cette session ne se limitait pas à la défense de décisions ponctuelles, mais a fini par mettre en évidence le chevauchement des responsabilités entre les différents organes de l'exécutif, un phénomène qui est devenu plus fréquent depuis le début du nouveau mandat présidentiel. Ce décalage est devenu plus évident lorsque le débat a commencé à porter directement sur la gestion des actifs étrangers, en particulier les ressources liées à la vente de pétrole vénézuélien. Le député Sean Casten est revenu sur le sujet avec une série de questions plus techniques, citant explicitement le décret exécutif du 9 janvier et la manière dont il attribuait au secrétaire au Trésor la garde de ses actifs, dans le but de faciliter les transferts sous la direction du département d'État. La difficulté de Bessent à identifier à ce moment-là le fondement juridique exact qui sous-tendait cette pratique a mis en évidence un problème récurrent dans l'administration publique américaine.
la dépendance croissante à l'égard d'accords interinstitutionnels peu transparents pour justifier des décisions à fort impact. Castaing est allé plus loin en mentionnant les déclarations publiques du secrétaire d'État Marco Rubio, qui avait affirmé qu'une partie de ces fonds était déposée dans une banque au Qatar et qu'il existait un accord formel pour examiner chaque mois les demandes de déblocage de fonds. Interrogé sur cet accord présumé, Bessent a déclaré n'avoir aucune connaissance directe du document. Cette divergence, bien que subtile, n'est pas passée inaperçue. Dans un système où la cohérence entre les différents domaines de l'exécutif est fondamentale pour la crédibilité institutionnelle, le manque d'alignement public entre deux secrétaires d'État a été considéré comme un élément méritant attention. Le débat a pris une autre dimension lorsque Castaing a soulevé des préoccupations concernant l'audit et le contrôle. Lorsqu'il a demandé quels mécanismes étaient utilisés pour éviter que les fonds débloqués ne retournent à des agents liés au gouvernement de Nicolás Maduro, Bessent a répondu que des auditeurs externes seraient engagés à l'avenir. Cependant, lorsqu'il a été interrogé sur l'existence d'accords déjà conclus avec ses auditeurs, il a admis qu'aucun contrat n'était encore en vigueur. Cet écart entre l'intention déclarée et la structure formelle mise en place a renforcé l'impression que des décisions de grande envergure étaient mises en œuvre avant la consolidation de garanties complètes. D'autres parlementaires ont alors commencé à explorer des domaines distincts mais liés par un même fil conducteur. Le député Richie Torres a mis au centre de la discussion la politique tarifaire et ses effets sur la réindustrialisation américaine. Citant des données du Wall Street Journal, Torres a remis en question la divergence entre les déclarations publiques du président Donald Trump sur la croissance de la construction d'usines et les chiffres officiels qui indiquaient une perte nette d'emplois dans le secteur manufacturier depuis avril 2025. Pressé de fournir des chiffres, Bessent a reconnu une réduction d'environ 70 000 emplois, mais a fait valoir que la création de nouvelles usines prend du temps et ne se fait pas immédiatement. Cet échange a mis en évidence une tension classique entre le discours politique et les cycles économiques réels. Alors que l'exécutif défendait les droits de douane comme un instrument de négociation internationale et une incitation à la production nationale, les parlementaires soulignaient leurs effets à court terme sur les consommateurs et les travailleurs. La difficulté à concilier ces deux horizons temporels est devenue l'un des thèmes centraux de l'audience, sans qu'il y ait de consensus sur lequel devait prévaloir dans l'évaluation des politiques en cours. Cette même logique est apparue lorsque Torres a remis en question l'application de droits de douane sur des produits sans substituts nationaux ou sans justification claire en matière de sécurité nationale, tels que les bananes et le café. La réponse de Bessent, affirmant que renoncer à ce type de droit de douane affaiblirait la position de négociation des États-Unis, a révélé une vision stratégique qui privilégie le levier diplomatique, même face à des impacts économiques directs. Le débat ne portait pas sur des questions idéologiques, mais sur la différence entre les approches en matière de risques, de coûts et de bénéfices dans le cadre de la politique commerciale. L'accent mis sur les institutions s'est encore accentué lorsque Torres a abordé la question de l'indépendance de la Réserve fédérale. Lorsqu'il a demandé si le président aurait le pouvoir constitutionnel de révoquer des membres du Conseil de la Banque centrale en raison de divergences en matière de politique monétaire, Bessent a répondu qu'il n'était pas avocat et a évité de donner son avis. En qualifiant la Réserve fédérale d'agence indépendante, mais en affirmant dans le même temps que la question dépendrait de futures décisions de la Cour suprême, le secrétaire a laissé en suspens l'un des débats sur le système économique américain, les limites du pouvoir exécutif sur la politique monétaire. D'autres interventions ont renforcé la complexité du scénario. La députée Jesus Chuy Garcia a remis en question les affirmations du Trésor sur l'impact de l'immigration sur les coûts du logement, soulignant la contradiction apparente entre les données sur les revenus et les prix moyens de l'immobilier. Cet échange
a mis en évidence la manière dont les analyses macroéconomiques peuvent entrer en conflit avec les réalités locales et les expériences de communautés spécifiques, créant ainsi des perturbations supplémentaires dans la formulation des politiques publiques. Tout au long de l'audience, une tendance s'est dégagée. Il ne s'agissait pas d'une seule erreur, d'une réponse isolée ou d'un sujet spécifique maltraité. Ce qui ressortait, c'était une convergence de domaines dans lesquels le Trésor opérait avec de larges marges d'interprétation, souvent soutenues par des coordinations informelles avec d'autres organes de l'exécutif. Cette pratique, bien que courante en période de stabilité, génère des frictions lorsqu'elle est soumise à l'examen direct du Congrès. Pour ceux qui suivent ce type de processus avec une attention continue, l'intérêt ne réside pas dans des moments isolés, mais dans la manière dont ils s'articulent au fil du temps. Les audiences de ce type ne mettent pas fin aux débats, elles les inaugurent, créant des archives qui orientent les enquêtes ultérieures, les analyses juridiques et les décisions politiques futures. C'est grâce à ce suivi persistant et contextualisé qu'il devient possible de comprendre comment les différents éléments institutionnels commencent à s'aligner ou à entrer en conflit. Avec la conclusion officielle de l'audience devant la Commission des services financiers, aucune accusation directe n'a été formulée et aucune mesure institutionnelle immédiate n'a été définie. Il restait donc un champ ouvert à des interprétations concurrentes. Parmi les constitutionnalistes, les analystes des politiques publiques et les anciens membres du département du Trésor, la discussion s'est rapidement éloignée de l'évaluation individuelle de Scott Bessent pour se concentrer sur les implications structurelles de l'ensemble des déclarations, réponses et lacunes enregistrées au cours de la session. L'attention s'est concentrée sur le mode de fonctionnement de l'exécutif dans des domaines sensibles, souvent soutenus par des zones d'incertitude juridique et des mécanismes de coordination interinstitutionnelle peu transparents pour le contrôle externe. Une interprétation récurrente dans le débat juridique a indiqué que le point central de l'épisode ne réside pas dans d'éventuelles incohérences isolées, mais dans le processus continu d'élargissement de la discrétion administrative. Dans le contexte de la gestion des actifs vénézuéliens, les observateurs ont souligné que le recours implicite à l'International Emergency Economic Powers Act pour justifier des initiatives sans lien avec des conflits armés formels soulève des questions importantes sur les limites de cette législation. Le fait que Scott Bessent ait mentionné des articulations avec le département d'État et le département de l'énergie, sans indiquer immédiatement la base statutaire spécifique, a été interprété comme le signe d'un modèle décisionnel qui privilégie la rapidité et la flexibilité opérationnelle au détriment d'un fondement juridique clairement explicité. D'autres analystes ont adopté une position plus prudente, rappelant que la structure institutionnelle des États-Unis a toujours fonctionné avec un certain degré d'ambiguïté fonctionnelle, en particulier dans les domaines où la politique étrangère, les finances et la sécurité nationale se recoupent. Dans cette perspective, l'audience n'indiquerait pas une rupture institutionnelle, mais l'usure accumulée d'instruments conçus pour des circonstances exceptionnelles et aujourd'hui utilisés de manière plus routinière. Néanmoins, même parmi ces observateurs, il a été reconnu que l'absence d'audit formalisé et de contrats préalablement établis avec des entités indépendantes génère des vulnérabilités qui tendent à s'aggraver à mesure que des montants plus élevés et des délais plus longs sont gérés. Au niveau de la politique économique intérieure, les interprétations étaient également partagées. Les économistes proches de l'exécutif ont fait valoir que la défense des tarifs présentés par Bessent, même accompagnée de la reconnaissance de pertes d'emplois à court terme, suit une logique stratégique axée sur la négociation dans le commerce international. Pour ce groupe, admettre des impacts négatifs transitoires ne compromet pas l'objectif à moyen et long terme de réorganiser les chaînes de production. À l'inverse,
les détracteurs ont souligné que la difficulté du secrétaire à harmoniser les données officielles avec ses déclarations publiques antérieures affaiblit la cohérence du discours gouvernemental et ouvre la voie à des questions plus larges sur l'efficacité concrète de ces politiques. La controverse relative à l'autonomie de la Réserve fédérale a continué de faire des vagues après la fin de l'audience. Le choix de Bessant de ne pas prendre position explicitement sur l'application de la théorie de l'exécutif unitaire à la Banque centrale a été interprété de différentes manières. Pour certains analystes, il s'agissait d'une prudence institutionnelle, évitant d'anticiper un débat qui pourrait finalement être tranché par la Cour suprême. Pour d'autres, l'absence de ligne directrice claire au sein même de l'administration révèle une tension latente susceptible d'affecter la crédibilité de la politique monétaire, en particulier dans un contexte de pression inflationniste et de volatilité des marchés. Les interactions avec des parlementaires tels que Richie Torres, Ayanna Pressley, Joyce Beatty et Jesus Garcia ont également été analysées sous un angle plus large. L'attention ne s'est pas limitée au contenu immédiat des réponses, mais s'est portée sur la tendance récurrente à renvoyer les décisions à des évaluations futures, à des études en cours ou à des instances supérieures. Pour certains analystes du pouvoir législatif, cela indique une stratégie délibérée de restriction de l'information, typique des gouvernements qui cherchent à préserver leur marge de manœuvre. Pour d'autres, cela met en évidence un écart croissant entre le langage technique de l'exécutif et les attentes du Congrès en matière de réponses objectives et vérifiables. Un autre axe d'interprétation s'est concentré sur la relation entre la construction du discours politique et la responsabilité administrative. La divergence entre les déclarations publiques de personnalités telles que Marco Rubio et les réponses fournies sous serment par Bessant a alimenté les doutes sur le niveau de coordination interne. Bien que les divergences entre les membres du gouvernement ne soient pas inhabituelles, le fait qu'elles se manifestent de manière aussi visible lors d'une audience retransmise en direct ajoute un degré d'exposition susceptible d'avoir des effets durables sur la confiance institutionnelle. À ce jour, les experts ne sont pas parvenus à You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left-wing. Supplémentaire de documents et d'éclaircissements écrits, une issue relativement fréquente dans ce type de procédure. D'autres considèrent qu'il est plausible que les documents enregistrés servent de base à des enquêtes plus approfondies, notamment en ce qui concerne la gestion des actifs étrangers et l'utilisation des pouvoirs d'urgence. D'autres encore soutiennent que l'impact sera principalement politique, influençant les futures audiences et façonnant le ton des relations entre le Trésor et le Congrès dans les mois à venir. Le point commun entre ces interprétations est la perception que le système est encore en phase d'adaptation. Aucune décision définitive n'a été prise. Aucune autorité n'a été formellement remise en cause de manière définitive et aucun précédent juridique n'a été établi à ce moment-là. Il reste un ensemble de documents, de déclarations et de silences qui font désormais partie du patrimoine institutionnel et qui pourront être mobilisés de différentes manières en fonction des choix futurs des acteurs politiques, juridiques et administratifs. Dans les démocraties consolidées, les épisodes de cette nature produisent rarement des réponses immédiates ou linéaires. Ils s'accumulent, interagissent avec d'autres événements et acquièrent une signification au fil du temps. L'audition de Scott Bessent devant la Commission des services financiers s'inscrit précisément dans ce type de dynamique, où l'aspect le plus pertinent n'est pas le résultat immédiat, mais le débat qui s'ouvre et se poursuit. Suivre ces développements de manière continue, sans se précipiter pour tirer des conclusions et en prêtant attention aux mécanismes institutionnels, est un moyen de comprendre comment le système politique américain teste ses propres limites en période de tension. C'est grâce à ce suivi attentif et contextualisé qu'il devient possible d'identifier la direction dans laquelle le débat évolue et les questions qui restent sans réponse.